On a redouté ce moment, mais on y arrive doucement, la fin de God Valley approche avec l'apparition d'Imu face à Chebek, Newgate et Kaido. Dans ce nouveau chapitre, le roi du monde apparaît en personne sur cette île qui disparaîtra très prochainement des cartes. Vous voulez savoir ce que la fin de la mini-aventure de Yamato signifie, pourquoi Lulusia est si importante dans l'histoire, quels fruits du démon ont été retrouvés par l'équipage de Roger ou tout simplement que signifie la phrase finale de Chebek face à Imu lorsqu'il dit faire face au monde. Tout vous sera révélé aujourd'hui dans cette review, alors yo les bros, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer dès maintenant cette analyse, mais avant tout, vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur ma chaîne secondaire la rediff de la react du chapitre que j'ai posté jeudi soir. N'hésitez pas à la rejoindre car c'est désormais dans les commentaires de ces vidéos que je récolterai vos questions pour le courrier de Goji et vous, ça vous fait du contenu supplémentaire donc c'est tout bénef. Voilà, maintenant nous pouvons y aller et c'est parti. Ce chapitre clôt la mini-aventure de Yamato. Ouais, ça y est, c'est fini. Ça a commencé en mars 2024, donc il y a 1 an et demi, et on était vraiment tous hypés par ce que ce nouvel arc pouvait apporter, surtout en commençant très fort avec la chute d'Onigashima Solo, près de l'ancien Wano Kuni. Et bah écoutez, 44 épisodes plus tard, on n'aura absolument aucune nouvelle supplémentaire sur la raison de la chute d'Onigashima, aucune grande révélation sur Wano, ni même sur Oden, Yamato ou même les Kozuki en général. Effectivement, le coup de Kozuki Moria était inattendu et a apporté un nouveau vent de fraîcheur dans le game des théories, mais finalement on n'en sait pas plus et ça n'a pour l'instant rien apporté à l'histoire, donc en résumé je suis un peu déçu de cette mini-aventure, sûrement car je m'étais un peu trop imaginé de choses qui a altéré ma vision, mon jugement, chose que je vous répète d'ailleurs de pas faire, voilà souvent, donc je suis désolé, j'ai fauté les gars. Du coup il y a un monde où vu que son pèlerinage est terminé, Yamato va prendre la mer pour rejoindre les Mugiwara, enfin en tout cas elle va prendre la mer, ça c'est quasiment certain, qu'elle rejoigne les Mugiwara, ça c'est encore autre chose, mais rappelez-vous au chapitre 1057, c'est bien ce qu'elle disait Kinemon, le périple d'Oden a commencé par l'exploration de son pays, je dois suivre le même chemin que lui avant d'affronter l'océan. Cette décision qui a été mûrement réfléchie par Yamato a aussi été partagée aux Mugiwara, puisque de ce qu'on peut comprendre, elle était censée rejoindre l'équipage en quittant Wano, comme le bref flashback du chapitre 1059 le révèle. Finalement, elle a préféré faire sa quête secondaire avant, un peu comme Jinbei, expliquant la mini-aventure. Une fois terminée, et comme elle le dit aujourd'hui dans cet épisode final, Luffy, Wano est désormais en paix. Car oui, elle s'est débarrassée des restes de l'équipage de son père, en particulier Uzu. La chronologie actuelle de One Piece est giga importante car elle permet de déterminer ce que les personnages ont le temps de faire ou non. Et de ce qu'on peut comprendre, il semble que Yamato ait vraiment commencé son aventure au moment du discours de Vegapunk, déjà car ça a effectivement commencé quasiment au même chapitre, mais c'est surtout le chapitre 1115 qui peut nous l'indiquer. En effet, nous voyons Iori préparer un bento à Yamato pour son voyage, et hop, la page d'après, c'est Momonosuke qui mange en écoutant le discours de Vegapunk. On peut en déduire simplement qu'Iori a préparé à manger à Yamato et à Momonosuke, synchronisant leur temporalité. Seulement 2 à 3 jours plus tard, les Mugiwara ont atteint Elbaf comme le mentionne le chapitre 1126. Ensuite, tous les événements sur Elbaf jusqu'au début du flashback de Loki se déroulent normalement dans la même journée. Donc pendant 3 jours, Yamato aurait fait le tour de Wano Kuni pour finir son pèlerinage qui aura en réalité duré sûrement bien plus longtemps. Puisque oui, la perception du temps semble légèrement différente sur Elbaf, elle est un peu plus rallongée. Donc en gros et davantage pendant le flashback, Yamato aurait actuellement déjà pris la mer si tel est véritablement son souhait, et si elle souhaite toujours rejoindre Luffy, alors elle serait actuellement en direction d'Elbaf grâce à sa Vivecard. Plus précisément, il y a un monde avec une petite possibilité pour que Yamato soit aux côtés des Mugiwara lorsqu'ils feront face à Imu, exactement comme son père finalement qui est resté aux côtés de Chebek lorsque Imu a pris le contrôle de Saturne. Bon ça bien sûr on en parlera plus loin, mais je devais sauter quelques étapes pour parler de la théorie de Yamato. Donc tout dépend de ce qu'elle désire vraiment faire, mais la fin du flashback qui arrive, la fin de la mini-aventure de Yamato pourrait coïncider avec l'arrivée de cette dernière sur Elbaf aux côtés des Mugiwara pour combattre les démons du gouvernement. Bon en tout cas on verra, mais globalement la mini-aventure de Yamato, c'était pas la meilleure qu'on ait eue et c'est bien dommage. Ok, donc le chapitre commence par la suite du chapitre précédent. Rayleigh se barre avec sa princesse dans les bras, tandis que Shiki empêche les pirates des Rocks d'attaquer Rayleigh pour justement éviter de blesser Shaki. Voilà, donc ils étaient tellement fous d'elle qu'ils en venaient à épargner leur adversaire. Le running gag m'a pas mal plu, je dois l'avouer, tout comme Newgate de son côté qui ordonne aux pirates de se focus désormais sur les trésors. N'oubliez pas, mais si Barbe Blanche a cette obsession pour les trésors, c'est pas par véritable cupidité et pour vivre dans le luxe. Au contraire, Marco a révélé à Nekomamushi qu'absolument tous les trésors que son vieux
récupérés étaient réinvestis dans son pauvre village. Donc dans sa tête, récupérer les trésors sur God Valley signifiait aussi que sa part allait partir sur Sphinx Island, et ça c'est mignon, faut bien l'avouer. Bon, parlons désormais de Garp, qui va peut-être un peu atténuer le flou qu'il y a autour de sa participation à la guerre de God Valley et au soutien qu'il apporterait indirectement aux Tenryubito, même s'il les déteste. En voyant le nombre de civils morts, Garp, horrifié, s'est empressé d'appeler Sengoku pour lui demander ce qui se passait véritablement ici. Sengoku, quant à lui, répondra que quelqu'un a par le passé déjà posé cette question et a fini par disparaître de la marine. Bon, alors du coup, ok, c'est bien que Garp n'ait pas assumé particulièrement les actes des Tenryubito, contrairement à Sengoku, le Bouddha, qui a vraiment bien fraudé le sens même de son fruit du démon. Hein. Toutefois, il savait très bien que Shaki, la plus belle femme du monde et le joyau de la ruche, avaient été kidnappés pour les dragons célestes, vu ce qu'il disait au chapitre 1096, donc tout n'est pas encore pardonné pour lui, puisque le trafic quand même d'humains semblait pas trop déranger Garp, même si c'était des pirates. Bon bref, on verra surtout l'impact final et plus tardif qu'aura eu cet incident sur lui, le sacrifice de tant d'innocents et surtout la révélation d'Imu. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est le marine ayant disparu après avoir posé cette même question. Je doute que ce soit vraiment un random, Sengoku n'aurait pas daigné le mentionner, au contraire je pense que ce marine était important et même qu'il s'agisse de l'amiral qu'aurait tué Chebek, ou du moins l'amiral qui se serait fait tuer par Imu et le Gorosei et qui ont repoussé la faute sur Chebek qui se trouvait au même endroit au même moment. C'est très simple, ce marine s'est probablement questionné sur la chasse aux autochtones pendant une année où elle avait lieu, n'est-ce pas, comme Garp actuellement. Et nous savons également que cette chasse n'a lieu que tous les 3 ans, et ce depuis plusieurs années. Eh bien, dans la chronologie du chapitre, le meurtre de l'amiral lorsque Chebek a débarqué sur Marie-Joise a eu lieu donc il y a 56 ans, en 1468, puisque je vous rappelle que nous sommes actuellement en 1524. God Valley a eu lieu en 1486, il y a 38 ans, donc si on recule toujours de 3 ans en arrière, on tombe en 1468, qui est la date de la chasse des Tenryubito, se déroulant la même année où Chebek infiltre la rêverie de Marie-Joise, il tue l'amiral et menace Imu. Ok, normalement, vous avez dû comprendre, c'est pas très compliqué. Donc, vu que l'année où l'amiral est mort s'est tenue une chasse à l'autochtone, la question suivante mérite de se poser, est-ce que cet amiral ne s'en serait pas révolté, ce qui a inévitablement placé une épée de Damoclès au-dessus de sa tête? Exactement comme Cobra qui s'est vu être assassiné par le gouvernement alors qu'il venait chercher des réponses à ces questions un peu trop interdites. Voilà. Et si, tout comme Sabo justement en étant présent au sommet du monde à ce moment-là, Chebek avait été utilisé pour justifier la mort de l'amiral et l'en tenir responsable. Que la réalité soit que l'amiral s'approchant trop près des tabous du monde ait été tué devant les yeux de celui venu défier le roi des dieux. C'est de cet événement que parlerait Sengoku à Garp, ça colle au niveau des dates, ça colle au niveau de l'importance du marine disparu, et ça colle surtout avec le scénario puisque nous avons bien vu de quoi sont capables le Gorosei et Imu lorsqu'il est question de faire taire les plus curieux. Mais Goji, là ça veut dire que Chebek peut pas tuer un amiral, il a pas la puissance pour le faire, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Bon, après moi, il y a un autre truc qui m'intrigue parce que cette histoire de personnes qui disparaissent après avoir mentionné un tabou, bah ça me fait quand même penser à Nika. Le garde qui avait parlé de Nika à Uzu a disparu quelques temps après, ce qui a poussé Uzu à justement s'enfuir car il se sentait encore plus en danger. Donc là, je dis un truc au pif, totalement au hasard, mais peut-être que le marine ayant disparu là que mentionne Sengoku se serait questionné sur Nika, en plus de s'être questionné sur les chasses aux autochtones des dragons célestes. Car justement, les dragons célestes auraient pu éradiquer une île et ses habitants, qui étaient intimement liés au mythe de Nika, que l'amiral aurait découvert à ce moment-là. Donc ouais, le combo question sur le gouvernement plus question sur Nika est égal disparition façon Lulusia. L'amiral s'est fait fumer en bonne et due forme par le gouvernement et Chebek a été la bonne poire pour le diaboliser davantage, générer de la peur, de la haine envers lui et même des pirates en général. On verra ce que ça donne, mais en tout cas moi j'aime beaucoup l'idée. Bon, et après tout ça on commence très fort puisqu'on découvre Rox qui sauve Eris et Teach tout en étant pourchassé par Garling, mais aussi par des démons qui sont en réalité les membres du clan Davy, dont le père de Chebek et sa grand-mère. Vous vous en doutez, cette partie demande pas mal de blabla, alors on commence tout de suite. Nous apprenons qu'Eris et Teach devaient s'échapper en direction de Lulusia et que Rox devait donc les rejoindre plus tard. Alors ça pour le coup je l'aurais jamais vu venir, tout simplement parce que je n'aurais jamais imaginé que Lulusia débloque un tel nouveau stade d'importance dans l'œuvre. Après je vous rappelle avoir été détruit par Imu qui a utilisé les pouvoirs de Mother Flame au chapitre 1060. Il est alors possible qu'Eris vienne elle-même de Lulusia, que ce soit là-bas qu'ils se sont rencontrés avant que Chebek ne les emmène sur West Blue pour les protéger. Et encore
encore une fois, c'est un truc que j'aurais pu pré-shot si j'avais daigné allumer mon putain de cerveau. Pourquoi ça? Eh ben parce que Ace est allé sur Lulusia. En fait, Ace a traqué Barbe Noire pendant longtemps, et justement, dans le premier épisode de sa mini-aventure à lui, il était sur une île inconnue, où il fera la rencontre du docteur Barbe Noire et surtout de Moda, la jeune fermière. Du coup, c'est que maintenant que je capte que cette île, c'est Lulusia, puisque Moda la fermière s'y retrouvera 2 ans plus tard, et que si Ace est venu ici, c'était pas forcément à cause du docteur Barbe Noire, mais bien car il avait des informations sur la présence de la famille de Teach ici même. Eris, après avoir été sauvée de God Valley, aurait continué sa vie sur Lulusia, où elle élèvera ses 2 filles, et c'est ici même que Ace fera leur rencontre. Mais pire encore dans tout ça, c'est que Lulusia a été détruite par Imu, par un choix très précis et ciblé du roi du monde d'anéantir cette île, qui n'est justifiée au chapitre 1086 que par sa proximité avec Marie-Joise. Moi je persiste à penser qu'Imu savait que Sabo se trouverait là-bas, mais qu'elle aurait pu choisir cette île aussi et surtout car autrefois, les traces de Chebek menaient vers Lulusia, expliquant pourquoi Ace est remonté jusqu'ici en cherchant Teach. Maintenant, faut-il encore savoir si la famille restante de Teach a disparu en même temps que Lulusia, ou s'ils ont souhaité rejoindre les révolutionnaires, peut-être même qu'ils n'auront jamais la moindre importance dans l'œuvre, mais avec cette nouvelle révélation, la question se pose naturellement. Au final, il se peut que Teach soit né sur cette île avant d'avoir déménagé sur God Valley aux côtés des Davy avec Eris. L'autre grande révélation au sujet d'Eris est qu'elle fut autrefois une pirate et malgré ça, le clan Davy l'a acceptée et en a fait d'elle une membre à part entière. Donc l'une des premières idées qui m'est venue est qu'elle était membre d'un équipage que Chebek a défié au Davy Backfight. Il ne voulait peut-être personne à part elle et il a combattu pour la gagner. Voilà, et le problème c'est qu'en fait on n'a strictement rien sur elle et le peu d'informations que nous avons de cette époque viennent du flashback de Chebek justement, donc je dirais simplement qu'elle a été récupérée par un Davy Backfight, même si je ne doute pas de l'importance de son histoire plus tard. Bon, maintenant parlons de Garling et des Davy. Alors Chebek affronte Garling qui est lui-même accompagné des membres du clan Davy transformés en démons partageant exactement la même apparence que les géants victimes du Domi-Riversi d'Imu juste avant le début du flashback. On va directement et rapidement s'arrêter sur les dégâts colossaux que Chebek a provoqués à Garling, ralentissant grandement sa régénération et donc témoignant de l'utilisation bien particulière de son Haki des rois, exactement comme Gaban l'a montré face à Summers. Sans surprise, Chebek aussi est capable de déployer une telle puissance et d'une telle maîtrise de son Haki face au leader des chevaliers divins. Malheureusement ce sera en off-screen, mais nous verrons carrément le père de Shanks et Shamrock couché, agonisant après avoir croisé la route du grand capitaine des Rocks, alors qu'il devait également s'occuper des démons du clan Davy. Il est parfaitement à la hauteur de sa légende, rien à déclarer pour l'instant. Garling lui, il tardera sûrement pas à se relever de toute façon, surtout avec l'apparition d'Imu sur la fin du chapitre qui va probablement le motiver à reprendre le combat. Notons au passage que pour barrer la route à ses adversaires, Chebek utilisera le même style de technique que Rayleigh a employé après l'ellipse pour stopper les marines qui voulaient pourchasser Luffy en créant une énorme crevasse avec son épée. Voilà, moi j'avais adoré ce passage de Rayleigh et je l'aime encore plus aujourd'hui avec Chebek qui le fait pour protéger sa famille. Moi ce qui m'interpelle maintenant c'est comment et pourquoi le clan Davy a été transformé en démon avant qu'Imu n'apparaisse. Alors que sur Elbaf il a fallu attendre la mise en place d'un pacte par Imu avec Dory et Brogy et les autres géants pour qu'ils en soient tous contaminés. Là il semble que seul Garling ait suffi à les transformer, alors est-ce que Imu lui a conféré une partie de son pouvoir le rendant capable de démonifier, je crois pas que ça se dise, et qu'il est utilisé contre les Davy, ou alors est-ce que c'est un pouvoir inné aux Davy? Car là il y a quand même un truc important à relever sur le Domi-Riversi des Davy, ils ont exactement la même apparence que les géants d'Elbaf, c'est-à-dire les ailes, le trident, mais aussi les dents de Oni. Or, le visage propre aux Oni est censé être une particularité des géants, et notamment des géants antiques, puisqu'il s'agit d'une référence directe aux ogres japonais dont sont inspirés Oz, les Numbers et les ancêtres des géants. Voilà. Si cette transformation est censée être différente en fonction de la race du personnage, en tout cas c'est ce que j'imagine et c'est ce qui nous sera sûrement bientôt confirmé ou non. Les Davy ont apparemment du sang de boucanier d'après les dires d'Etenrubito, et les boucaniers ont eux-mêmes du sang de géants. Donc finalement ça expliquerait pourquoi les Davy ressemblent aux géants dans leur forme démoniaque, puisqu'ils partagent le même sang. Et ça expliquerait aussi pourquoi Eris n'a pas été touchée par la malédiction du Domi-Riversi, vu qu'elle n'est pas une Davy pur sang, tout comme Teach d'ailleurs. Voilà, après très honnêtement, le plus grand mystère reste la façon dont ils ont été transformés. Pour l'instant, je ne vois que Garling en responsable, car il ne faut pas oublier que contrairement à tous les autres, on ne sait strictement rien de son pouvoir à lui. Si en tant que chevalier divin, ses capacités peuvent ne pas être giga intéressantes pour nous lecteurs, en tant que membre du Gorosei, Garling a désormais une place bien plus prestigieuse. Vu qu'il a remplacé Saturne, Imu lui a très probablement conférer le pouvoir d'un animal mythique et démoniaque, comme pour tout le reste du Gorosei. Mais il doit également avoir un autre pouvoir, un peu à l'image
l'héritage des pouvoirs psychiques de Saturne, sauf que pour Garling, eh bien Ibu lui aurait accordé le pouvoir du Domi-Reversi, vu que de toute façon, elle semble pouvoir conférer tous les pouvoirs dont elle-même dispose. On verra bien, j'espère avoir la révélation durant ce flashback, en tout cas écoutez-moi bien et retenez bien cette phrase de fou. On a vu la grand-mère de Chebek avant la mère de Luffy, avant Dragon qui passe à l'action, ou même avant le Haki d'Usopp. L'info me faisait mal, je devais vous la partager. Bon, on continue d'avancer dans ce terrifiant chapitre et devinez ce qu'on a, après quoi, entre 5 et 7 ans d'attente. La fameuse dette entre Big Mom et Kaido. Big Mom met la main sur le Uo no Mi en le récupérant des mains d'Ivankov, et avant même de pouvoir faire quoi que ce soit, Kaido surgit de nulle part, frappe Lin Lin et gobe le fruit du démon devant ses yeux, avec sa vieille tête de gland là. Depuis toutes ces années, genre depuis fin 2020 du coup, on est d'accord qu'on pensait tous que Big Mom avait donné à Kaido son fruit du démon et que la dette à vie que ça représentait signifiait que ce fruit du démon a potentiellement sauvé Kaido de la mort. Vous voyez ce doigt qui s'agite là? Eh ben non, c'est pas du tout ça. Et nous le découvrons dans ce chapitre. Contre toute attente, véritablement pour le coup, Big Mom n'a rien donné à Kaido. Kaido s'est servi de lui-même en attaquant Big Mom en traître pour gober le Uo no Mi qu'elle allait donner à Grai et à Katakuri. Bon déjà, outre le fait que ce fruit du démon avait 3 destins différents et qu'il a failli être consommé par Katakuri mais aussi Ivankov, l'histoire est pas du tout la même que celle qu'on s'imaginait. Là typiquement, je me demande si Oda a pas procédé à un petit changement, sauf s'il se passe autre chose après bien sûr, parce que là Big Mom n'avait aucune dette à vie à demander à Kaido vu qu'elle ne lui a absolument pas donné ce fruit, il lui a volé comme les Rocks semblaient se voler entre eux, bref, pas pareil. Autre truc bizarre, mais ça c'est une erreur assez commune dans les Vif Cards, Katakuri aurait mangé son Moshi Moshi no Mi à l'âge de 5 ans, donc 5 ans avant God Valley. Or aujourd'hui, Big Mom voulait donner le fruit du dragon à son fils, ce qui prouve que Katakuri n'avait pas encore ce pouvoir. Il n'a mangé le Moshi Moshi no Mi probablement que bien plus tard, les Vif Cards ayant plus de chances d'être fausses que les chapitres eux-mêmes, ça m'étonne pas non plus énormément. Alors, que se passe-t-il? Oda a-t-il vraiment pu faire une telle faute? Parce que là, honnêtement, c'est pas rien du tout en vrai, hein. Ça signifie littéralement que Kaido n'a aucune dette à Big Mom et que Big Mom ne lui a rien donné. On peut croire que ça n'aura plus d'impact dans l'histoire et qu'au pire, Osef, sauf que jusqu'à présent, Oda n'a aucune raison de changer son scénario d'un coup comme ça, donc soit on ne sait définitivement pas tout et la dette prendra un sens plus tard, soit Oda commence à faire des petites erreurs qui peuvent grossir et qu'il aurait pu éviter et que l'on va craindre de voir à nouveau par la suite. Et si c'est le cas, alors il nous aura bien troll jusqu'au bout parce que pardon, mais c'est Kaido le diable incarné en fait. C'est quoi cette tête qu'il fait? Il est trop dans le RP petit frère qui vole la bouffe de la grande sœur là, c'est une belle relation ceci dit. Étonnamment, on va encore parler de fruits du démon. Et oui, alors que l'équipage de Roger fait un topo de ce qu'ils ont pu récupérer, eh bien parmi les trésors se cache un fruit du démon, ou en tout cas au minimum un fruit du démon, car comme le disait Manga Moins dans la réacte que j'ai fait de ce chapitre jeudi dernier, en japonais il peut être question d'un ou plusieurs fruits du démon. Bon déjà que c'est compliqué d'imaginer de quel fruit il pourrait s'agir, s'il faut en chercher carrément 2 ou plus, c'est pas la peine les gars, j'abandonne hein. Enfin je dis ça mais de toute façon je vais proposer plusieurs fruits susceptibles d'avoir été récupérés par l'équipage de Roger. Et on va justement commencer par le plus intéressant d'entre eux, très clairement, c'est le fruit de Dragon. Depuis toutes ces années et tous les indices qui vont dans ce sens, il est quasiment certain que Dragon a un fruit du démon, en particulier un lié au climat, au vent ou à la foudre, bref, vous avez pigé. Et en découvrant son histoire sur God Valley, la théorie prenait davantage de poids, puisque des fruits du démon se trouvent en abondance ici, entre 2 et 9, du coup auraient été récupérés par le gouvernement pour être offerts en récompense aux participants de la chasse. Ouais, entre 2 et 9, c'est une sacrée fourchette, mais c'est difficile d'être plus précis, la preuve encore aujourd'hui, on ne sait pas avec précision si l'équipage de Roger ont récupéré un seul ou plusieurs fruits du démon. Bref, parce qu'on s'éparpille, on sait que Dragon sauve bébé Shanks. On sait aussi que bébé Shanks sera dans un coffre récupéré par Roger. Donc, comme je vous le disais par le passé, Dragon risque de volontairement placer Shanks sous la protection de Roger tout en récupérant le fruit du démon contenu dans le coffre, celui mentionné aujourd'hui par Gaban. Là, j'ai envie de dire, ok, ce sont les arguments basiques finalement, mais moi, il y a un autre truc qui m'a fait tilt. Jusqu'à présent, avec le Niku Niku no Mi et le Uo no Mi, nous avons précisément un Paramecia et un Zoan dans son modèle légendaire. Vous me voyez peut-être venir à l'avance, mais si le troisième fruit du démon de God Valley était justement un Logia pour compléter les 3 catégories de récompense de fruits du démon. Le Paramecia étant un prix moins important que le Logia, qui était lui-même un prix moins important que le Zoan mythique, ça me semble être plutôt intéressant et valable. Donc le Logia du vent, du climat, peu importe, mais le fruit de Dragon pourrait être celui-ci. Ok, ça c'était pour le premier fruit du démon, ou du moins la première proposition, mais à part ça, quel autre fruit du démon pourrait se cacher ici sur God Valley, qui serait déjà apparu dans l'œuvre de nos jours? Honnêtement, ça devient compliqué, mais j'ai
peut-être une autre piste à exploiter. Là, si on fait le compte sans compter Dragon, qui est donc théorique, le Nikyu Nikyu no Mi et le Uo Uo no Mi ont respectivement été attribués à un grand corsaire et à un empereur. Vu qu'il existe une troisième catégorie, là encore de pirates et qu'elle se nomme les Supernovas, recensant des utilisateurs de fruits du démon de tous les côtés, excepté Zoro et Killer, est-ce que finalement l'un d'eux n'aurait pas un fruit du démon provenant de God Valley? Alors déjà, j'excluirais d'office Luffy, Law et Teach, parce que ce sont des fruits du démon trop forts, mais surtout trop chers et trop connus pour être donnés à des esclaves. Vous me direz que c'est pareil pour le Zoan mythique du dragon, et je suis totalement d'accord avec vous, les Tenryubito sont cons, mais là, ça dépasse quand même un stade exceptionnel. Non, donc parmi les Supernova, il y a vraiment 3 fruits du démon qui m'ont intéressé, celui de Basil Hawkins, celui de Bonnie, et finalement celui du rouge. En fait, pour Hawkins et Rouge, c'est plutôt simple, même si le premier est mort, ils ont tous les deux pas du tout été développés dans One Piece. Genre 0, ou du moins pour l'instant. Donc le Wara Wara no Mi, ou le je ne sais pas quoi no Mi là du rouge, pourrait venir de God Valley, histoire de faire le lien avec les Supernovas. Mais celui quand même qui m'intéresse le plus, c'est le Toshi Toshi no Mi de Bonnie. Je pense vraiment qu'il pouvait être l'un des fruits de God Valley. Déjà car Kuma et Ginny se sont rencontrés ici et étaient présents dans ce chaos, mais surtout, bien il y avait Saturne. Saturne qui, je vous rappelle, est celui qui a expérimenté sur Bonnie l'administration d'un extrait du Toshi Toshi no Mi. Ce fruit du démon a donc été possédé par le gouvernement mondial, Saturne précisément qu'il a sacrifié au profit de la science pour le donner à Bonnie. Ce fruit du démon aurait été récupéré ici sur God Valley et conservé jusqu'au jour où Ginny allait de nouveau être capturée et menée sur Marie-Joise et fatalement donner naissance à Bonnie qui deviendra un sujet d'expérience. Voilà, donc si je devais dire et choisir un fruit du démon parmi les Supernovas pour compléter là aussi la trinité Yonko, Shichibukai et Supernova du coup, eh bien le Toshi Toshi no Mi me paraît être un bon candidat. Ok, alors on a encore pas mal de trucs à dire et beaucoup de temps a été passé à accorder sur ce sujet en particulier, on va avancer un peu car on arrive très vite au vif du sujet, l'apparition d'Imu face à Chebek, mais avant, petit détour vers Kuma. En effet, et tout comme Kaido, qui était déjà parfaitement à l'aise avec la transformation de son fruit du démon, Kuma parvenait lui à expulser les esclaves de God Valley vers un lieu de paix. Alors, à en juger l'échange qu'il avait avec eux, il semble que Kuma leur demandait déjà une destination, vu que ces pauvres malheureux répondaient partout ailleurs, ça sera le paradis. Faisant écho à ce gimmick qu'il a gardé étant adulte lorsqu'il demandait à Perona où souhaitait-elle voyager. Alors normalement, de ce que nous comprenons des mots d'Oda dans le SBS du tome 109, Kuma ne peut envoyer les gens que sur des îles qu'il a lui-même visitées. Or, dans ce chapitre, nous découvrons qu'il utilise son pouvoir sur des esclaves qui souhaitent un endroit meilleur. Et le problème, c'est que Kuma n'a rien visité, puisque dans sa vie, il n'a connu que Sorbet, God Valley, et du coup Marie-Joise. Alors, sauf si, comble de l'ironie, il a envoyé les 500 esclaves de retour sur Marie-Joise, ce qui ne sera pas le cas, je vous rassure, et je l'espère, soit il les a envoyés sur Sorbet, et ça n'a jamais été dit, ni montré, soit encore il a réussi à les renvoyer vers l'endroit que les esclaves désiraient le plus, comme leur île natale. Ce qui pourrait expliquer que Eris parvienne vraiment à atterrir sur Lulusia, puisque c'est le lieu où elle et Chebek devaient se rencontrer. Donc peut-être que Kuma n'est pas forcément obligé d'avoir visité des lieux pour y envoyer des personnes, il suffit qu'elles espèrent et pensent fort à leur île natale. On serait pas la première incohérence du flashback ou du chapitre de toute façon. Bon, en tout cas on va passer à la suite, mais malgré tout la scène avec les citoyens restait à mon sens très belle et très douce, au milieu de ce chaos. Et ben en parlant de chaos, on va être servi. Saturne assiste à tout ce brouhaha tout en communiquant avec Imu en même temps, Imu qui semble par ailleurs attendre et espérer la mort de Chebek. Pour éviter que la situation ne dérape, sa solution ultime est d'apparaître. Non pas à travers Gunko comme je le pensais, mais à travers Saturne. Plus précisément, Imu semble fusionner avec le doyen qui s'est lui-même transformé dans sa forme yokai, laissant apparaître un amalgame de ténèbres, de haki et de noirceur incompréhensible. Chebek aux côtés de Barbe Blanche, bientôt rejoint par Kaido, s'allient ensemble face à cette nouvelle menace, une menace qui semblerait être le monde lui-même. Ça y est, Imu apparaît sur God Valley, on le savait, on le sentait, ce n'est pas une surprise, mais tant mieux justement qu'on n'ait pas de surprise, surtout pour Chebek. Il est accompagné de ses plus fidèles Nakama, il n'aura pas à affronter seul le danger qui s'oppose à lui et étonnamment ça me rassure de savoir qu'il ne mourra pas entouré d'ennemis. Garp lui n'en revient pas, Roger jubile de découvrir une nouvelle facette de l'histoire qu'il ne connaissait pas, cette page finale est absolument parfaite autant dans le cliffhanger que dans les réactions. Mais c'est là le truc, il va falloir l'analyser cette révélation et vous vous en doutez, une grosse partie nous attend à nouveau.
Là, concrètement, ce que m'inspirent les paroles de Chebek en voyant Imu, le monde, c'est qu'ils font face autant au monde physique qu'au monde philosophique. C'est-à-dire que Imu est littéralement le roi du monde, c'est son titre, c'est également la vérité puisqu'elle règne au sommet depuis 800 ans au moins, mais Imu c'est aussi le créateur de ce qu'est le monde aujourd'hui. C'est précisément ce que disait le Gorosei au chapitre 1086, le monde doit être tel que le créateur l'entend, car le siècle oublié et le pouvoir du gouvernement proviennent directement d'elle. Les codes, les lois, les mythes et les peurs, tous tirent leur origine d'Imu en personne. Un monde corrompu depuis des siècles et qui aujourd'hui n'aurait jamais dû exister. Bon, on va essayer de structurer un peu le sujet parce que c'est quand même la partie finale de ce chapitre et le début de la fin de God Valley également. Que Chebek considère Imu comme le monde est important pour plusieurs raisons. Déjà car ça implique qu'il sait véritablement ce qu'est Imu, peut-être encore plus que nous, et surtout que nous, avec cette information supplémentaire, on peut apporter un peu plus d'attention à ce terme. En effet, le monde est un terme utilisé à plusieurs reprises dans des phrases et des contextes bien précis qui prennent totalement un autre sens aujourd'hui. Par exemple, tout bête, mais quand Saturne demande à Augur et Devon ce que vise vraiment Teach et son équipage, qu'ils répondent le monde et que Saturne attaque directement après, eh bien on comprend mieux aujourd'hui, on comprend que le monde est la métaphore d'Imu et que Barbe Noire semblerait avoir le même objectif que son père, celui visant Imu. Chebek aurait trouvé une faille en Imu expliquant l'assurance légendaire qu'il avait en lui faisant face sur Marie-Joise et l'assurance qu'il présente aujourd'hui sur God Valley. L'idée que Teach est véritablement hérité de la volonté originelle de Chebek à détruire Imu se précise de plus en plus, il veut le monde et détruire tout ce qu'il représente. Malheureusement, et à en juger l'horrible trahison que Teach a infligée à Newgate, pourtant le plus fidèle des Nakama de son père, celui qui se fera appeler Barbe Noire aura probablement perdu de vue l'objectif sûrement plus vertueux de son père qui voulait libérer le monde de l'entrave d'un roi unique. Sauf si tout ça faisait partie d'un plan, et que la mort de Newgate était une étape nécessaire à l'héritier de Chebek pour venir à bout de son destin. De toute façon, l'empereur disparu de Marineford avait la certitude que Teach n'était pas celui que Roger attendait, et celui que Roger attendait, celui qui allait incarner le retour de Joy Boy durant l'ère actuelle, bah c'est Luffy, et aujourd'hui nous n'en avons plus aucun doute. Donc malgré ce que veulent vraiment Teach et Chebek, normalement le seul capable de vraiment s'opposer à Imu, bah c'est Luffy. C'est peut-être la raison pour laquelle Imu craint beaucoup plus Luffy que tous les autres. C'est pourquoi Imu n'est véritablement apparu physiquement que sur God Valley, mais que sur Egghead face à Nika, Imu a laissé faire le Gorosei, ou que sur Elbaf elle ne fasse que prendre possession du corps de Gunko. Donc oui, effectivement, Chebek a beau savoir un tas de choses sur Imu, il semble que le seul pouvant historiquement la vaincre, c'est Joy Boy, c'est Nika, c'est Luffy. En fait, il y a une autre raison qui me font tenir ce raisonnement, une raison qu'on ne pouvait finalement pas vraiment deviner avant le chapitre d'aujourd'hui, et vous allez voir, vous ne penserez qu'à ça après. Il y a un terme précis lié à la fin de One Piece qui revient de temps en temps dans l'œuvre, un terme sur lequel j'ai beaucoup planché, notamment dans ma théorie sur Roger n'ayant en réalité pas trouvé le One Piece. C'est le terme de renverser le monde. Utilisé par Barbe Blanche pour annoncer la future grande guerre, par Roger lors de sa première rencontre avec Rayleigh, par Doflamingo en parlant du trésor de Marie-Joise ou par Oden en parlant de la génération qui vaincra Kaido. Aujourd'hui, je me questionne. Si le monde est vraiment Imu, que le One Piece peut acheter le monde, comme le soulignait d'ailleurs également Gaemon, et que Luffy doit renverser le monde pour le libérer, est-ce que nous n'avons pas là déjà les clés pour imaginer le scénario final? Le sort du monde est entre les mains de celui qui trouvera le One Piece. Ce sont les paroles prononcées par Vegapunk dans son message adressé à l'humanité entière. Le One Piece ne serait non pas la récompense pour avoir libéré le monde, mais le pouvoir pour libérer le monde. Alors en obtenant le One Piece, Luffy aura le pouvoir et la clé pour renverser Imu. Et c'est là que la théorie prend forme, en revenant sur le terme de renverser le monde, événement qui aura lieu lors de normalement la découverte du One Piece. Je ne peux m'empêcher de penser à la libération de l'humanité, mais aussi de son principal bourreau, Imu. Qu'on le veuille ou non, les méchants aussi ont le droit à la rédemption. C'est précisément pourquoi les ennemis de Luffy ne disparaissent jamais vraiment et reviennent changés, plus proches de la lumière que des ténèbres. Et s'il en était de même pour Imu, pour représenter le mal incarné, Imu a dû être la première à subir une malédiction. Comme évoqué lors de ma review du chapitre 1150, elle serait à l'origine des fruits du démon en ayant consommé le fruit du démon originel, celui qui la transforma en cet être vide de toute forme et empathie, le diable. Alors après avoir découvert son pacte démoniaque menant au Domi-Riversi des géants, un sort métamorphosant ces êtres bons et loyaux en démons sanguinaires, pourquoi ne pas penser à un sort provoquant l'effet contraire? Et si en renversant le monde grâce au One Piece, Luffy ne renversera pas la malédiction d'Imu, libérant l'humanité mais aussi le démon qui siégeait à son sommet, en ne la faisant pas tomber dans les enfers comme le fait le Domi-Riversi, mais en lui apportant la lumière dont elle se cache depuis 800 ans. Après tout et jusqu'à preuve du contraire, le fruit de Luffy lui accorde les pouvoirs les plus fous. Invoquer
des objets par sa pensée ou défier les lois de la physique de son monde en attrapant un éclair? Pourquoi ne pourrait-il pas imiter les pouvoirs de son adversaire et finalement, en tant que dieu solaire, exorciser le mal qui ronge Imu? On peut même aller plus loin, mais si le One Piece était un trésor composé d'une partie de Imu, son cœur. Nous savons que tout comme Nika, existait autrefois un utilisateur du Ope-Ope no Mi qui a conféré par ailleurs la jouvence éternelle à une personne qui semble être Nerona Imu. Nous savons également que l'utilisateur du Ope-Ope no Mi peut extraire les cœurs de leur hôte sans les tuer. L'eau nous aura fait plusieurs démonstrations étonnantes de cette technique sur Punk Hazard. Vous aurez alors sûrement compris et fait le lien, mais l'utilisateur du Ope-Ope no Mi ayant conféré l'immortalité d'Imu a également extrait son cœur, soit pour l'aider en privant ses adversaires de cette faiblesse, soit justement pour créer une faille en elle, une faille que le futur Joy Boy pourra utiliser. Le One Piece est autant un trésor physique que philosophique, la libération du monde sera le synonyme de la libération d'Imu, elle qui représente ce monde d'après Chebek, et que seul Nika et le One Piece pourront sauver lorsque ce dernier sera trouvé. Cette théorie donne alors un sens au terme du monde renversé et aux paroles de Chebek face à Imu dans ce chapitre. Elle donne un sens et une importance à l'utilisateur du Ope-Ope no Mi d'il y a 800 ans, et elle apporte à la fois une faiblesse et une finalité à Imu qui ne sera vraiment libérée que lorsqu'elle retrouvera son humanité. Et si au passage Luffy arrive à counter son Domi-Reversi pour transformer le démon en ange, bah écoutez, la boucle serait bouclée. En parlant de tout ça qui m'a passionné, et j'espère que vous aussi, bah finalement j'ai deux questions qui sont remontées et qui parasitent un peu mon esprit. Enfin surtout une en fait qui englobe plusieurs trucs. Comment Roger savait-il pour le monde renversé? D'où sortait-il un tel terme? Ce n'est pas du pif, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas un terme qui n'a pas de sens puisque les seuls à l'avoir prononcé par la suite sont Barbe Blanche aux portes de la mort, après s'être justement entretenu avec Roger, Doflamingo avec le trésor de Marie-Joise et bien sûr Oden après être rentré de Laftel. Ce mythe du monde renversé est donc inscrit dans l'histoire profonde de One Piece avec un sens et une finalité. Roger, lui, du haut de ses 17 voire 20 ans, avait déjà ce but bien en tête. C'est pas normal. En fait, c'est pas quelque chose qu'un jeune pirate devrait vouloir faire. Un jeune pirate est plutôt en quête d'aventure, en quête de richesse, mais Roger, lui, non. Il tenait des paroles résonnant avec la fin du monde. Et en fait, je pense savoir pourquoi. Ça m'a paru instantanément logique quand je me suis posé cette question de où tient-il cette phrase? Roger la tiendrait de son clan. Je ne sous-entends pas que Roger était un Davy, mais justement, pourquoi seul le clan Davy serait survivant du siècle oublié? Pourquoi seuls eux auraient encore cet ancrage au passé? Au vu de cette nouvelle révélation sur Chebek et son véritable nom et origine, on est en droit de se demander si l'homme qui aura le plus marqué la piraterie, le grand Goldie Roger, n'avait pas finalement lui aussi un héritage familial à porter dans cette quête du monde renversé. Tout comme dans l'héritage familial du clan Davy, l'existence d'un roi du monde était chuchotée, un roi trônant sur Marie-Joise, un roi représentant le diable qui maudit autrefois leur ancêtre Davy Jones. Imu aurait été connu par Chebek par une transmission orale de leur clan et l'importance de renverser le monde l'aurait été par le clan de Roger. Chaque clan dédié, fragmenté et dispersé aux quatre coins du monde tels les poneglyphes, vivrait avec un mythe, une légende sur le monde qui s'avérera bien réelle car directement inspirée du siècle oublié. Et petit à petit, plus on approche de la fin de l'histoire, plus nous découvrirons les véritables héritages culturels et légendaires d'Eddie et l'histoire de leur clan. J'ai adoré ce passage. Bon, comme je vous l'ai dit en intro, cette semaine j'ai réact à ce chapitre sur Twitch et la rediffusion est disponible depuis le jour même. Je vous avais invité à poser vos questions pour le courrier de Goji dans les commentaires là-bas, donc j'en ai sélectionné quelques-unes, puisque vous avez été très nombreux à participer. N'oubliez pas, si vous souhaitez ne pas manquer la prochaine rediffusion, soit vous me suivez sur Twitch, soit vous rejoignez la chaîne secondaire, ou les deux, quoi qu'il en soit, c'est l'heure de répondre à vos interrogations. On voit que Barbe Blanche et Kaido ont l'air assez proches. Est-ce que Kaido aurait pas tenté de venir à Marineford pour aider son frère d'armes au lieu d'essayer de venir le tuer comme la marine le dit? Alors c'est très possible, l'hypothèse me plaît, mais il faut quand même prendre en considération qu'à deux reprises il est quand même dit que Kaido venait sur Marineford pour tuer Barbe Blanche, donc c'est ce qu'a dit effectivement au chapitre 533 les informations du QG de la marine, mais également dans la vive carte de Kaido qui notait les événements de sa vie en disant qu'il y a 2 ans il allait sur Marineford pour s'emparer de la tête de Barbe Blanche. Bien sûr et encore une fois on n'est pas à l'abri soit d'un changement d'Oda, soit d'une erreur d'une vive card, et qu'il y révèle donc plus tard que Kaido voulait aider son ancien pote, mais alors pourquoi Shanks l'aurait arrêté alors qu'il était question de sauver Ace et que lui-même a fini par se rendre sur Marineford pour arrêter cette guerre? Bon en tout cas je comprends quand même l'idée, mais faut rester prudent, c'est pas parce qu'on a vu de l'entente entre eux que ça change la mentalité de Kaido 30-40 ans plus tard, mais j'aime beaucoup l'hypothèse quand même. Salut Goji, j'ai une
petite théorie sur les trésors que Gaban et les autres ont trouvés. Je pense qu'il y a le futur fruit de Baggy parmi ces trésors. Alors, j'ai parlé de cette hypothèse durant le live react, et encore une fois, c'est possible, mais vous savez que l'équipage de Roger ne possédait pas le fruit du démon de Baggy. Hein. C'est Shanks qui dit à Baggy qu'ils viennent de récupérer un trésor après avoir pilé un équipage pirate, qui est donc ce fruit du démon, et ça a eu lieu bien plus de 10 ans après God Valley. Donc sauf si encore une fois Oda change d'histoire, ou pire encore que l'équipage de Roger parvient à récupérer 2 fois le même fruit du démon en 10 ans, non, ça ne peut pas être celui de Baggy. Je pense que Rayleigh veut dire à Shaki qu'il ne peut pas rester avec elle pour le moment car veut rester dans l'équipage de Roger pour but de Roger. Alors beaucoup disaient qu'il s'agissait d'une déclaration d'amour, ce qui me semblait acceptable bien qu'assez simple, mais j'aime aussi davantage l'idée qu'il n'ait pas voulu s'engager envers elle en expliquant qu'il devait effectivement suivre la voie qu'il avait empruntée avec Roger. Et pour le coup, ça se comprend parce que God Valley a lieu 1 an après que Roger et son équipage ont atteint Lodestar et qu'ils ont découvert qu'il est resté une île supplémentaire, Laftel du coup, leur but ultime. Donc ouais, là ils étaient totalement dans l'optique à la fois de trouver cette île mais surtout un moyen de décoder ces mystérieuses écritures que sont les poneglyphes et qu'Oden parviendra à lire pour eux. Rayleigh a été le premier recruté par Roger, il pouvait pas quitter son frère, c'est normal. Si Chebek a dû éliminer sa famille sous demi-reversi, c'est qu'il n'y avait sûrement pas d'autre solution. Est-ce que cela veut dire que Dory et Broggy sont irrécupérables? C'est difficile parce que lui n'avait peut-être pas d'autre solution. Déjà à cause du temps qui lui manquait et pour le nombre aussi hallucinant d'ennemis qu'il avait à ses trousses, donc le clan des vies plus les chevaliers divins. Je pense pas que Dory et Broggy soient vraiment irrécupérables, pas quand il y a justement un Luffy en forme Nika pas très loin. Quand je vous parlais tout à l'heure d'exorciser Imu, c'était pas vraiment une métaphore. Je pense vraiment que Luffy aura ce pouvoir d'altérer le chaos et de contrer le pacte démoniaque d'Imu, parce que pour le coup, c'est vraiment là la nature même d'un dieu soleil. La liberté, l'imagination, c'est très bien, c'est génial, on adore, ça passe trop bien avec One Piece, avec Luffy et tout. Mais en vrai de vrai, le dieu du soleil dans les mythes a aussi ce statut de purificateur, il incarne la vie, là où Imu incarne la mort. Donc pour l'instant c'est difficile d'imaginer vraiment la façon dont la malédiction sera conjurée, mais ça viendra de Luffy, de son fruit du démon, de son Haki des rois, peu importe, ça viendra de lui. Chose que Chebek ne pouvait pas faire dans ce chapitre parce que ce n'est pas Luffy. C'est qui le mec qui a mis un coup de pied à Hache d'Argent, on dirait Marco? Alors Marco avait 7 ans à ce moment-là, ça pouvait pas être lui. J'ai vu dans les commentaires que quelqu'un disait que c'était Marco, mais vu qu'il a le fruit du phénix, il ressuscite à chaque fois, etc. Sauf que j'ai personnellement l'impression que Marco n'a eu son fruit du démon que pendant le voyage d'Oden sur le navire de Barbe Blanche, parce que Marco, qui était très présent dans ces chapitres-là et tout, n'a jamais montré son fruit du démon jusqu'au moment où Fossa lui demande d'aller visiter une île où se trouve Roger. Là, Marco semblait s'amuser avec son fruit du démon, comme s'il venait de le découvrir, etc. Donc ouais, c'était sûrement pas Marco dans ce chapitre, mais un membre de l'équipage de Roger sûrement. J'avoue que c'est quand même bizarre, il ressemble vachement à Marco. Allez, vous savez quoi, on va couper l'ananas en deux, on va dire que c'est son père. Moi, tout le monde est d'accord. Yo Goji, continue comme ça, t'es le GOAT, merci mon ref. Sinon, que penses-tu du fait que l'arme utilisée par Chebek ressemble à celle dans la chambre fleurie d'Imu? C'est surtout normalement l'arme de Imu en fait, ou du moins celle de Lily. Au chapitre 1084, on apprend l'histoire de la reine d'Alabasta et qu'en quittant le gouvernement mondial, elle n'a pas planté son arme comme les 19 autres rois autour du trône. Donc, il y a un sabre dans la nature. Et dans la chambre fleurie, c'est justement l'un de ces sabres, sûrement utilisé par Imu, qui est utilisé du coup pour couper les primes. Donc, assez simplement, je pense que c'est l'épée de Lily, l'épée manquante du trône, et que l'arme de Chebek aurait disparu comme le Ace de Roger, qui sont tous les deux le même style de sabre. En fait, ils sont vraiment très communs, ces sabres. Donc ouais, non, je pense que c'est celui de Lily, effectivement. Si Imu peut posséder un membre du Gorosei, pourquoi ne l'a-t-il pas fait sur Egghead au lieu d'envoyer les 5 doyens? Autant venir soi-même en possédant Saturne, ça irait plus vite. Honnêtement, je pense que le fait que les doyens affrontaient Luffy dans sa forme Nika a dû la dissuader. Même si Luffy n'a actuellement pas du tout le niveau pour l'emporter, je pense pas qu'Imu soit particulièrement fan à l'idée de faire face à celui qui de toute façon peut la vaincre et doit la vaincre. Après, il y a aussi le truc de, ils n'avaient pas besoin de combattre vraiment à Egghead, ils avaient besoin de stopper la diffusion du message, mieux valait beaucoup de monde sur place qu'un seul être comme Imu. Et du coup, si vous vous dites, Imu aurait dû accompagner les doyens, ça aurait fragilisé la défense de Marie-Joise. C'était pas le bon plan non plus. C'est pourquoi Imu apparaît sur God Valley. Il n'y avait ni Nika et seul Saturne était sur place. Je pense que ce sont les seules justifications vraiment valables, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. Eh bien voilà les bros, cette review est terminée. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Honnêtement, que les idées et théories évoquées auront réussi à vous happer. La semaine prochaine, toujours pas de vidéo, car pas de chapitre. On va utiliser ces derniers moments pour rush et peaufiner la très grosse vidéo qui va sortir prochainement et que je vous tease depuis plusieurs mois maintenant. Ça a pris beaucoup de temps, mais vous comprendrez
très vite pourquoi, c'est assez exceptionnel. En attendant, je vous laisse vous rendre sur Twitch ou ma chaîne secondaire. Les lives et rediffs de live sont fréquents et apportent toujours du contenu One Piece supplémentaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée les bros, prenez soin de vous et de vos proches. Peace.